Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Samedi 21 avril, il y aura au moins 2 événements à La Réunion. France Alzheimer Réunion organise son gala pour ses 20 ans et Sélection achète un livre pays. On débute avec France Alzheimer Réunion, c'est dans Gadiam Réunionnais. Alors, bonsoir mesdames, Sylvie Agnès, vice-présidente de France Alzheimer Réunion, bonsoir. France Alzheimer Réunion et Maladie apparentée, pardon. Tout à fait, bonsoir, merci de nous inviter sur votre plateau. Et Pascal Savoie, donc bénévole, bonsoir. Bonsoir. 20 ans, ça sera donc le 21 avril, le gala, pour fêter 20 ans. Tout à fait, le 21 avril, soirée gala, et à l'occasion, nous fêterons les 20 ans de l'association. La question, c'est qu'est-ce que, en 20 ans, s'il y a quelque chose à retenir, c'est quoi? Qu'est-ce que vous retenez de ces 20 années de travail, de bénévolat, d'engagement, d'abnégation envers ceux qui ont la maladie d'Alzheimer? Bon, il y a eu beaucoup d'évolutions, Dieu merci. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont créées. Et on a avancé, surtout dans le diagnostic de la maladie. On a beaucoup œuvré, n'est-ce pas Sylvie, pour que les malades soient diagnostiqués le plus tôt possible, afin de pouvoir mettre en place avec eux des actions qui vont ralentir la maladie, parce que malheureusement, nous ne guérissons pas de cette maladie pour le moment. Donc, c'était pour ralentir la maladie et surtout venir en aide aux aidants. Alors, même si la journée internationale pour la maladie d'Alzheimer, c'est le 21 septembre, on va, avant de parler des 20 ans de France Alzheimer Réunion et maladie apparentée, on va essayer de faire un petit point déjà sur ce que c'est la maladie d'Alzheimer. On va regarder sa définition. Oubliez parfois le nom de ce fruit, mais toujours en aimer le goût. Oubliez parfois le chemin, mais toujours aimer les balades. Oubliez parfois un prénom, mais toujours ressentir de l'amour. Savoir qu'on est atteint d'Alzheimer et toujours se sentir entouré. France Alzheimer. Vous aider à toujours profiter de la vie. Cette définition, ce document est bien sûr sur le site de France Alzheimer au niveau national que j'ai récupéré bien sûr. Ça correspond à ce que on doit savoir, je dirais un petit peu, de cette maladie. Ça correspond tout à fait, et c'est pour ça qu'on dit que plus le diagnostic est posé tôt, plus nous pouvons accompagner notre malade dans des meilleures conditions, continuer à faire des ateliers cognitifs. La vie ne s'arrête pas parce que nous sommes atteints de maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, la maladie est un sujet beaucoup moins tabou qu'il y a 20-25 ans en arrière. Et comme je dis, nous, au niveau de France Alzheimer, on va être là pour accompagner et l'aidant familial et le malade, mais tant que le diagnostic est posé. Voilà, il faut vraiment que le diagnostic soit posé dans les meilleurs délais. Après, c'est un petit peu la problématique aujourd'hui des délais des consultations mémoire. On va essayer de voir un petit peu plus précisément qu'est-ce que c'est cette maladie, à quel niveau du cerveau il y a des effets. Donc on va regarder donc les 2 lésions de cerveau, 2 lésions dans le cerveau. La maladie d'Alzheimer a été décrite pour la première fois en 1907 par le psychiatre allemand Alois Alzheimer.
En réalisant l'étude histopathologique du cerveau de sa patiente, nommée Auguste D, qui était atteinte de démence, il mit en évidence la présence de 2 types de lésions dans le cerveau, les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. Il conclut à une maladie singulière du cortex cérébral. 100 ans après, grâce aux techniques scientifiques actuelles, la recherche a fait un bond dans la compréhension de la maladie. Nous savons que le cerveau est constitué de neurones et qu'ils sont connectés entre eux pour former un vaste réseau. Ces connexions, appelées synapses, permettent de faire passer l'information d'un neurone à un autre. Dans la maladie d'Alzheimer, 10 à 15 ans avant l'apparition des premiers symptômes, 2 lésions principales se forment dans le cerveau. Les plaques séniles, constituées de la protéine bêta-amyloïde, et les dégénérescences neurofibrillaires, constituées de la protéine tau. Ouais, on s'arrête là sur ce reportage parce que après ça devient un peu plus compliqué et ça sera difficile à expliquer. On voit donc les deux endroits du cerveau qui sont à un moment ou à un autre, je dirais, pas attaqués, mais qui commencent déjà à être donc touchés par la maladie. On va voir tout de suite les symptômes. Comment on voit qu'une personne a la maladie d'Alzheimer. Cette vidéo date de 2014, donc, et c'est sur le site Retraite Plus que je l'ai récupéré. Voyez comment on peut voir que quelqu'un peut avoir quelques symptômes de cette maladie. Comment la repérer ? Premier signe, la mémoire immédiate. Il arrive à tout un chacun d'oublier le nom d'une personne ou l'heure d'un rendez-vous et de s'en rappeler ensuite. Le malade d'Alzheimer, lui, oublie systématiquement les événements récents et ne s'en souviendra jamais. Deuxième signe, les tâches familières. La maladie d'Alzheimer a des répercussions sur la capacité du malade à exécuter des tâches familières pourtant élémentaires, comme faire son lit, écrire, cuisiner ou boutonner tout simplement sa veste. On note également un ralentissement progressif de la marche. Troisièmement, les troubles du langage. Il est parfois difficile de trouver le mot juste. Le malade, lui, a tendance à perdre l'emploi des mots courants pour leur substituer des mots incongrus et ne jamais finir ses phrases, ce qui rend son discours souvent incohérent et incompréhensible. Quatrième signe, c'est la perte du sens, de l'orientation et de la notion du temps. Dans notre jargon, nous appelons ça la désorientation temporo-spatiale. S'il nous arrive à tout un chacun d'oublier le jour de la semaine, le malade d'Alzheimer peut se croire en une autre saison ou en une autre année. Il se perd très facilement, même dans des lieux qu'il connaît, et ne se souvient plus où il habite, ni comment se rendre à son domicile. Le cinquième signe touche la possibilité du choix. Il ne sait plus choisir. Le jugement est affaibli. On peut parfois hésiter, mais une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer n'est plus capable de juger une situation d'urgence et pourra prendre des décisions déraisonnables ou opter pour des solutions incohérentes et parfois contradictoires. L'abstraction, c'est le sixième signe. Le malade d'Alzheimer ne comprend plus les choses abstraites. En vieillissant, il est souvent difficile de s'adapter aux nouvelles techniques et tout un chacun peut voir autour de lui des gens plus jeunes manipuler ou manier des nouvelles techniques beaucoup plus aisément que soi. Les appareils sophistiqués et les codes numériques représentent des obstacles quotidiens pour les personnes âgées. Pour un malade d'Alzheimer, c'est un monde totalement hermétique. Il ne sait plus ce que signifient les chiffres, les factures, le calendrier. Certaines personnes, d'ailleurs, pourront se lancer dans des dépenses totalement inconsidérées. Le septième signe touche à l'ordre. Le malade va vivre dans un désordre permanent et va égarer ses objets en permanence. On peut régulièrement chercher ses clés sans être atteint de la maladie d'Alzheimer, rassurez-vous. En revanche, un désordre permanent, car la personne ne sait plus ranger, ou le fait de retrouver des objets dans des endroits inappropriés, comme, d'une manière incongrue, une montre dans un sucrier ou un fer à repasser dans le réfrigérateur, sont des signes évidents de début de maladie d'Alzheimer. L'inconstance et la saute d'humeur sont le huitième des signes. Il est difficile d'être humeur égale chaque jour, mais chez le malade, les changements sont très soudains. Il peut passer des rires soudains aux larmes au cours d'une même heure, et de la douceur à la colère sans aucune raison apparente.
Le 9e signe est important, il touche les troubles de la personnalité. Une personne qui était avenante, sociale, va devenir soudainement ou progressivement renfermée, méfiante, s'exprimant avec difficulté et exprimant des sentiments de peur ou de solitude. Ou parfois, ce sera l'inverse qui se produira. Enfin, le 10e des signes est le manque d'intérêt. Il nous arrive à tous, épisodiquement, de nous lasser de l'entretien ménager, de notre travail ou de nos activités sociales. Mais, la plupart du temps, on retrouvera vite notre enthousiasme. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer va devenir passive, plus rapidement, sans pour autant avoir un discours dépressif. Elle se désintéressera même d'événements importants ou d'activités qui lui tenaient bien avant, jusque-là tout à fait à cœur. C'est alors à son entourage de le motiver. L'apparition de l'ensemble de ces signes, ou certains d'entre eux, doivent amener à consulter son médecin traitant dans un premier temps. Quel travail a été mené depuis 20 ans à La Réunion? On va tout de suite regarder pour ces 20 ans, en tout cas, l'association France Alzheimer Réunion a fait un bilan et on vous propose d'abord de voir le travail des aidants et le travail également des groupes de parole. Et vous allez voir qu'il faut aussi beaucoup s'engager pour être chaque jour présent et pour faire ce travail. L'oreille. Donne-moi les oreilles? Ah bon? Sabine a suivi cette formation et se sent bien mieux armée pour s'occuper de sa maman malade. Vivement, mais... Ah non, ça va doucement. En fin de compte, ça m'a permis de mieux comprendre la maladie. Parce que quand on a une personne en face de soi qui change et qu'on ne comprend pas, on est démunis, on ne sait pas quoi faire. Ça fait soleil. Et ensuite, rétablir une relation avec le malade parce que à un moment donné, la relation était cassée parce qu'il y avait des conflits. Et je ne comprenais pas la personne qui était en face de moi. Et donc, ça m'a permis de rétablir la relation avec ma maman. À un moment donné, ça devient lourd. Donc après, il faut se résoudre à faire à investiguer autour qui c'est qui peut remplacer. On fait venir des gens à la maison. Vous avez de l'aide, vous, monsieur? Les groupes de parole existent depuis 2007 et découlent de la formation des aidants. Les familles qui avaient appris à se connaître lors des formations ont souhaité continuer de se voir pour ne plus rester isolées. Après, quand j'écoute tout le monde autour, j'aime mon épouse, je l'adore, je vais faire tout pour elle. Mais j'ai vite compris que je ne pourrais pas tout assumer tout seul. Ça m'a permis de moins appréhender. Je savais ce qui allait se passer. J'ai vu ce qui s'est passé, mais j'avais moins peur. Et entendre, c'est une posture, mais dire ce que l'on vit, c'est autre chose. C'est autre chose et ça permet un peu une libération. Une libération des choses qui sont dedans, des pressions que l'on vit au quotidien avec son malade. Et ça, le groupe de parole permet d'avoir des gens à qui se confier, des gens avec qui discuter, et ça devient des petits groupes qui sont très précieux pour chacun. Ça, j'insiste là-dessus. C'est important de ne pas rester tout seul. Mais je suis content d'appartenir à ce groupe de parole. Et il y a une dame qui m'a dit « Ah, je vous sens mieux maintenant. Vous êtes plus jovial. » Et c'est là que je me suis aperçu, c'est peut-être vrai. On n'imaginerait pas l'association sans le groupe de parole et sans la formation des aidants. Ce sont les actions essentielles de l'association. Ah, oui. Alors, je vous vois regarder le document, ce que dit Gabrielle Fontaine, la présidente de France Alzheimer Réunion et maladies apparentées. C'est vrai, c'est-à-dire que ça a commencé par la formation, ça a commencé par les groupes de parole, par les aidants. C'est comme ça que ça a évolué en 20 ans. Tout à fait. Et on s'est aperçu, comme c'est dit dans le reportage, que les groupes de parole sont très, très aidants pour les aidants. J'en veux pour preuve dans l'Ouest qu'on a de plus en plus de personnes qui participent à ces groupes de parole. Et quand on en discute avec eux après, ils vous disent « ça m'apporte énormément et j'ai envie de revenir régulièrement au groupe de parole ».
Et pour les aidants, généralement, les aidants, ça reste un membre de la famille ou il vaut mieux que ce soit quelqu'un de l'extérieur pour qu'il y ait plus de recul par rapport à la situation, pour qu'il y ait plus je dirais, de distance pour mieux travailler avec la personne malade? Il faut les deux. Il faut d'abord l'aidant familial. En général, c'est une fille, hein, de plus souvent. Une fille ou une épouse ou un époux, hein, pour le malade. Et puis, il faut aussi que cet aidant principal, il puisse être aidé, et il peut l'être à travers toutes les dispositifs qui existent à La Réunion, à travers notamment des aides du conseil départemental, qui permettent donc au quotidien de pouvoir venir supporter un petit peu l'aidant familial, et puis éviter qu'il y ait trop de fatigue pour l'aidant. Il y a aussi les aides qu'on appelle le répit-repos, et il faudrait que les aidants puissent en bénéficier très largement pour leur permettre d'aller faire ce qu'ils ont envie de faire, pendant qu'un professionnel formé peut prendre la place de l'aidant, et cet aidant donc aller faire ce qu'il a envie de faire et se ressourcer. On va juste préciser d'abord que l'aidant familial, c'est ça. Par définition, qui c'est? L'aidant familial, c'est la personne qui va être au plus proche du malade. C'est-à-dire, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être une conjointe, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un ami proche, ça peut être un voisin, voilà, qui est au quotidien, si vous voulez, avec cette personne. Et automatiquement, il y a un lien qui se tisse entre l'aidant et l'aidé. Et on a souvent ici le cas à La Réunion sur des grandes fratries où il va y avoir des fois 6, 7 enfants, mais comment je veux dire, le parent va vraiment tisser un lien, peut-être avec une fille ou un fils avec lequel il n'y avait pas spécialement d'atome crochu, et qui va préférer que ce soit vraiment son aidant familial. Alors, quelquefois, il n'y a pas qu'un aidant familial, hein, parce qu'il faut pouvoir aussi donner les rênes un petit peu, parce que sinon, un aidant familial, il s'épuise, et il faut mieux être plusieurs que toute seule, hein. Je vous en parle en connaissance de cause. Alors, pour devenir aidant familial, généralement, comment ça se passe? On ne sait pas, ça nous tombe dessus comme ça. On devient pas aidant familial, hein. On n'a pas demandé à devenir aidant familial. Vous savez, quand le diagnostic tombe, ben vous êtes là, et quelque part, voilà, vous êtes là, pas par hasard, et vous allez accompagner votre malade durant toutes ces années où vous allez pouvoir l'accompagner. Mais l'accompagner justement dans des bonnes conditions. Parce que, quelque part, quand on n'est pas formé, justement, on parlait de la formation des aidants, on parlait des groupes de parole, et quand on ne connaît pas la maladie, qu'on n'est pas formé, on peut devenir maltraitant de son malade parce qu'on ne comprend pas la maladie. Surtout, ne pas rentrer en conflit avec le malade. Oui, parce qu'il change, comme on l'a vu, voilà, hein, comme le docteur l'a expliqué. Le malade change complètement, et la famille est désemparée. Elle ne reconnaît plus la personne qu'elle a connue auparavant. Donc, il faut qu'elle puisse comprendre le mécanisme de la maladie pour pouvoir mieux l'accepter. D'accord. Et sur la formation aujourd'hui, est-ce que c'est une formation qui évolue, qui continue à évoluer, c'est-à-dire d'être le plus pratique, le plus efficace possible avec le ou la malade? Ben oui, on parle là de la formation, par exemple, de la formation des aidants. La formation des aidants, c'est une formation qui est faite quand même sur 6 modules. Et donc, on part du début de la maladie, on essaie de comprendre depuis le début de la maladie jusqu'au décès de la personne. Donc, c'est vraiment, on travaille sur 7 mois sur 6-7 mois de formation sur ces modules. Et il faut savoir, on en parlait tout à l'heure quand on a vu le reportage là sur la maladie par elle-même avec les plaques séniles et tout. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, plus on est diagnostiqué tôt, plus on peut être accompagné par l'association. Parce que généralement, quand le diagnostic tombe, et ça a été dit tout à l'heure, entre 10 et 15 ans, que la maladie est déjà présente. Et quelquefois, on est obligé, quand on s'aperçoit des petits...
maman ou papa ou ma femme, mon conjoint fait ça bizarrement, on trouve des trucs un petit peu bizarres. On a des fois des délais entre 8 mois et 1 an pour aller en consultation mémoire. Donc c'est pour ça que quelque part, on demande aux gens de ne pas attendre de nous contacter l'association pour déjà pouvoir aider ces aidants. Il y a les aidants, il y a les groupes de parole, il y a aussi les bénévoles. C'est oui, important. les bénévoles font des permanences sans rendez-vous pour permettre aux aidants qui passent devant la maison Cœur Alzheimer au port de rentrer et de venir parler avec celui qui est en permanence. Il y a des permanences, je parle pour la région ouest, il y a des permanences tous les jours, sauf le mercredi et le vendredi après-midi. Mais sinon, le reste de la semaine, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre aux questions, aux préoccupations de l'aidant. Et donc ça, c'est les permanences instituées, puis on peut les conseiller, les orienter vers les diverses aides qu'ils ne connaissent pas. En ces 20 ans, il y a quelque chose sans doute que, lors du gala, les responsables mettent en avant, c'est le travail des bénévoles, l'action des bénévoles. Je vous propose de regarder. L'association ne peut exister sans ses bénévoles. Les bénévoles, c'est l'or de l'association. C'est le capital essentiel de l'association. C'est avec plaisir que nous ouvrons ce vernissage. Ce sont des bénévoles qui, tout au long de l'histoire de l'association, l'ont fait fonctionner. En s'investissant dans le conseil d'administration et en organisant différentes manifestations, en co-animant les formations et les groupes de parole, ou en faisant vivre les maisons Cœur Alzheimer. Ça va? Oui, ça va. On va se promener? Oui. Mais le rôle des bénévoles est aussi d'aller dans les familles, à la rencontre des aidants et des personnes malades. Regardez les pensées d'eau. Ah oui, les pensées d'eau. Oui, c'est joli. Ouais. On va faire une petite pause. Oui. Quand vous êtes avec Virginie, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que j'aime faire, Lini? Je ne connais pas. Discuter? Discuter. Et puis, je pense que vous aimez bien aussi avoir du monde autour de vous. Ah oui, ça. Le bénévole est central pour l'association. C'est une mission importante. Et c'est pour ça, si on peut dire, rejoignez-nous, vous qui avez connu la maladie ou pas, qui dit, mais ça me parle, j'ai envie de venir aider, il y a des places de bénévoles et ça se fait avec dans des formations aussi. Donc on apprend à être bénévole et après l'action des bénévoles est primordiale. La question des bénévoles est primordiale. Je disais tout à l'heure que les bénévoles ont beaucoup compté dans l'action de France Alzheimer Réunion et maladies apparentées. C'est normal de leur rendre, en tout cas, hommage pour le travail qu'ils ont fait. Bien sûr, parce que grâce à leur énergie, peut-être que France Alzheimer ne fêterait pas ses 20 ans aujourd'hui. Donc, on a toujours besoin de bénévoles. Là où France Alzheimer a fait d'énormes progrès en 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, on propose une formation aux bénévoles. Et ça, c'est très important. Parce que d'accompagner, quand on n'est pas concerné par la maladie, ou même quand on l'est concerné par la maladie, on ne va pas avoir le même lien qu'on va avoir avec son parent qu'avec une famille qu'on va aller rencontrer. Tout malade est différent. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que France Alzheimer, aujourd'hui, forme même les bénévoles sur le terrain. Et la formation des bénévoles, alors qui peut être bénévole et comment sont-ils formés? Celui qui a envie d'être bénévole à Réunion Alzheimer peut être bénévole. Il n'y a pas de souci, on accepte toutes les personnes qui veulent faire du bénévolat. Voilà, donc les plus anciens accueillent les nouveaux et puis les accompagnent. Et puis tout à l'heure j'ai dit qu'on faisait les permanences, mais on fait aussi des visites à domicile, comme Sylvie vient de le dire. Et là, on est en train de proposer aux nouveaux, quand on aura une visite à domicile à faire, il y aura un ancien qui ira avec un nouveau pour qu'il voit comment ça se passe et qu'il apprenne sur le terrain ce que c'est qu'être bénévole à Réunion Alzheimer. Comment vous l'avez appris, vous? Moi, je suis une ancienne assistante sociale, donc il n'y a pas de secret. Et au début de l'association, j'ai été conviée par la présidente de l'époque,
qui m'a demandé d'être à ses côtés. Alors je travaillais, j'étais pas très disponible, mais j'étais personne ressource et je venais. Et puis quand j'étais à la retraite, j'ai proposé d'être bénévole à part entière, donc à France Alzheimer. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être concerné par la maladie pour être bénévole à l'association France Alzheimer. Le bénévolat, on le fait avec son cœur et voilà. On donne un petit peu de temps, le temps qu'on peut donner. D'accord. Et s'il faut retenir quelque chose de ces 20 ans, qu'est-ce que vous retiendrez? Et comment avez-vous vu évoluer l'association? Non, il y a tellement de choses de fait, déjà au niveau des locaux, enfin à tout niveau, les actions. Vas-y, Pascal. Moi, je dirais que la dernière création qui appartient donc que la précédente présidente avait à cœur, c'était la création des maisons Cœur Alzheimer. Elle a ces maisons, pour les premières, celles du Nord et de l'Est, qui sont ensemble, plus celles de l'Ouest, ont été ouvertes en février 2017, donc il n'y a pas très longtemps, et on est en train de faire la montée en charge de ces maisons Cœur Alzheimer, qui sont des maisons des aidants, plus que des malades, mais les malades, quand ils viennent, ils sont aussi accueillis à travers les groupes de parole, puisque accolés aux groupes de parole, il y a des ateliers d'art-thérapie pour les malades qui accompagnent les aidants qui viennent en groupe de parole, ceux qui ne peuvent pas laisser leur malade tout seul, et le malade peut encore se déplacer. Donc, ils sont pris en charge par l'art-thérapeute qu'on a aperçu tout à l'heure. Et c'est très, très confortable pour les aidants parce qu'ils savent que leur malade est pris en charge à côté d'eux par une art-thérapeute. Et donc ça, c'est très chouette. Et puis, il y a aussi d'autres activités qui sont proposées dans ces maisons Cœur Alzheimer. Ce sont des séances de relaxation, des séances de socio-esthétique. Et on va créer d'autres choses au fur et à mesure. Il y a un petit questionnaire qui a été envoyé à tous les aidants pour leur demander qu'est-ce qu'ils souhaiteraient qu'il soit mis en place pour les aider. Et nous sommes en train de dépouiller, nous allons dépouiller les questionnaires qui nous sont revenus. Et ça va nous donner une idée de ce que les aidants souhaiteraient en plus de ces deux ateliers dont je vous ai parlé, ce qu'ils souhaiteraient pour l'avenir dans ces maisons Cœur Alzheimer. Et tout à l'heure, Sylvie a parlé de la soirée de gala. Eh bien, c'est grâce à la soirée de gala de 2016 que les 2 premières maisons Cœur Alzheimer ont pu être créées. Et cette soirée de gala de 2018 va permettre la création d'une 3e maison Cœur Alzheimer à Saint-Pierre. Et ainsi, tout le département sera couvert. Et c'est très intéressant. Il nous reste à peine une minute. La question, c'est 20 ans. Là, aujourd'hui, quand vous regardez le chemin parcouru, vous vous dites quoi? Il y a encore tout un chemin à faire. On a beaucoup avancé, mais il y a toujours quelque chose qu'il faut faire et toujours améliorer. Donc, on sera là pour faire des choses pour les aidants et les malades. Le 21 avril, donc, c'est le gala. Il y a encore des places? Il reste encore quelques places, donc je vous invite à contacter l'association France Alzheimer au 02 62 94 20 ou 30 20, pardon, excusez-moi, ou sur nos 02 62 94 30 20. Ou sur notre site internet, donc www.réunionalzheimer.org. Donc voilà, il y a des places encore de disponibles. Auquel cas, nous avons besoin également d'adhérents parce que aujourd'hui, l'association sur 2017, nous avons 275 adhérents. Et plus nous avons d'adhérents, plus l'Union à Paris, c'est-à-dire notre grand patron, le siège social, peut mener nos actions et nous aide à financer ces actions. Donc, sans vous, nous ne pouvons rien faire. Donc, si aujourd'hui, l'association a 20 ans, c'est grâce à vous et un grand merci. Voilà, merci donc Sylvie Agnès, donc vice-présidente donc de France Alzheimer à Réunion et maladies apparentées. Merci à Pascal Savoie, donc bénévole à l'association. Merci pour toutes ces informations. En tout cas, vous pouvez continuer à faire un geste. En tout cas, soit vous allez au gala, et s'il n'y a plus de plus pour le gala, tenez, faites toujours un don
payez votre place à la rigueur, même si vous n'y allez pas, si on peut dire. Faites un don et je crois que quelque part, ça ne peut qu'aider ceux qui se donnent de plus en plus pour aider ceux qui en ont besoin, les malades. Et si vous avez demain un peu de temps, allez-y, donnez-vous aussi, faites un don de vous-même. Je crois que les malades ne pourront être que honorés par ce geste. Je voulais fermer juste la parenthèse pour dire que malheureusement aujourd'hui ça n'intervient pas que chez les personnes âgées. Au 1er janvier 2017, à La Réunion, nous avons eu 600 cas recensés, maladies jeunes, moins de 60 ans. Donc, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc aujourd'hui, malheureusement, ça ne touche pas que nos gramines. Voilà. Donc le message est passé et j'espère que vous trouverez un moment dans votre emploi du temps pour penser à ceux qui ont besoin de vous. Merci donc à vous deux.